Je vous présente François Lurton, vigneron, une entreprise, une grande entreprise, mais de passion. C'est de passion, la passion du vin. Et donc, tout a originé, François Lurton, à Bordeaux, entre deux mers. C'est là que ça commence, l'aventure. Ah oui, je suis né à Châteaubonnet, dans l'Entre-deux-Mers. C'est une propriété qui appartient à ma famille depuis 150 ans. Est-ce que ça commence avec Léonce Recopet ou Récopet? Récapé. Récapé. C'est un vieux nom du sud-ouest. C'était mon arrière-arrière-grand-père. Et qui après, le nom Lurton est arrivé par les femmes en fait. C'est en se mariant, ma arrière-grand-mère Récapé, en se mariant avec un Lurton. Et voilà, c'est comme ça que le nom Lurton est arrivé, est devenu mais le premier membre de la famille viticole, et c'était un Récapé. J'ai essayé de faire, je vais vous montrer, vous ne comprendrez absolument rien, mais d'essayer de faire un arbre généalogique et de comprendre un peu comment ça soit les ramifications, parce que la famille dans l'univers viticole, elle est présente dans la région bordelaise, évidemment, de façon intense. Et toi, c'est aller voir le reste de la planète. C'est ça qui est facile. Alors, regardez, ça donne à peu près ça. Vous comprendrez absolument rien. Je ne sais pas s'il y a une caméra qui peut... Regardez, ça donne ça. Il y a un site internet qui s'appelle lurton.com qui est uniquement dédié à ça, si vous voulez. On a mis toute la famille... J'aurais aimé ça le savoir parce que... On a mis toute la famille, dessus. Vous faites lurton.com. Et Denise est importante, là. Denise, mais oui, c'est elle qui était Récapé, qui a épousé un Lurton qui s'appelait, comme moi, François Et Lurton. voilà. Et donc, tu es là à gauche, je pense. Tu es là à gauche. Et donc, il y a André, ton père, qui, lui, quand on pense à André Lurton, on pense, entre autres, la Louvière. Voilà, la Louvière, Châteaubonnet, c'est ça. C'est ses principaux crus. Ouais. Et puis après, j'ai mon oncle qui est à Branne-Cannac, à Margaux. On avait Clos-Fortet à Saint-Émilion, dans ma famille. J'ai un cousin qui est directeur, je pense, à Iquem ou Cheval-Blanc, ou qui était. Et Pierre, qui est le fils du troisième frère, parce qu'il y avait mon père avait deux frères, et Pierre est directeur de Iquem et de Clos-Fortet. Et de Iquem et de Cheval-Blanc. Dans le fond, la ville de Bordeaux vous appartient, quoi. C'est ça que tu dis. J'aimerais bien, mais pas encore. Mais... Vous avez les clés dans votre poche. Et entre-deux-mers veut dire, parce qu'il y a les fameuses, l'appellation entre-deux-mers, mais entre-deux-mers, c'est une région, et qui veut dire pas entre deux mers. C'est pas, hein, c'est deux marées, c'est ça? C'est parce que les deux, c'est entre deux rivières, la Dordogne et la Garonne, mais la marée remonte ces deux rivières. Et donc, c'est considéré maritime tant que la marée monte dessus, parce que ce ne sont pas des rivières. C'est la législation fluviale ne s'applique que quand la marée ne monte pas. Tant que la marée monte, c'est la législation maritime. Donc, on appelle ça des mers. Voilà, l'entre-deux-mers. Mais ça donne quoi comme individu? Parce que la mer a des humeurs. Oui. Ça donne quoi comme individu? Ça. C'est ici? C'est ça comme vous? Non, c'est un pays très très varié, l'entre-deux-mers. On oublie qu'à Bordeaux, c'est probablement le seul endroit qui était au-dessus des eaux, parce que c'est assez vallonné. Et donc pendant longtemps, le Médoc, les Graves, une partie de Saint-Émilion était noyée dans l'eau et de ces rivières. Et donc on trouve toute l'histoire de toute la partie préhistorique, toute la partie des moines, du Moyen-Âge. Tous ces bâtiments n'existent que dans l'entre-deux-mers à Bordeaux. Le reste, les autres bâtiments de Bordeaux n'ont que 500 ans. Pour continuer dans les métaphores maritimes, dans le fond, la marée s'en allait et revenait. La famille est restée à Bordeaux. Et toi, un jour, tu décides, je prends la marée descendante, je vais aller explorer plus loin. Mais moi, je suis marin. Parce que à côté de Bordeaux, on a une ville qui s'appelle Arcachon avec un très beau bassin magnifique. Magnifique. Et à Arcachon, moi j'ai commencé à faire de la compétition à la voile avec Pierre, justement, mon cousin qui s'occupe de Cheval-Blanc. Là. Et puis après, j'ai fait beaucoup de bateaux à voile et ça m'a donné sans doute le plaisir de partir et de voyager. Et j'ai pas arrêté depuis tout petit, mais j'ai une curiosité énorme pour voyager. C'est Tintin grandeur nature. Mais c'est vraiment ça. Et ce qu'il y a de fascinant, c'est que justement, à partir du moment où tu es parti, la voile t'a envoyé, mais la voile ne se rend pas nécessairement jusqu'à la vigne, mais s'approche de la vigne. Tu es allé vers, entre autres, le Languedoc. Et ça a commencé là, je pense. C'est le Languedoc qui est l'origine de ton déplacement. Mais c'est sûr que la première, déjà au milieu des années 80, je voulais aller dans le Languedoc. Et le Languedoc, à l'époque, on sait que le vin au Languedoc, ce n'était pas considéré. Voilà, c'était une région un peu abandonnée, qui était un peu perdue et qui avait perdu sa grande capacité de production et qui était avec des vieux cépages qui étaient plus adaptés au marché actuel. Et j'ai voulu aller dans le Languedoc parce que je pensais qu'il y avait vraiment une région particulière. Mais comment ça s'est passé? C'est-à-dire que moi, j'ai créé une société de consulting avec mon frère parce qu'on était un peu à l'étroit. On travaillait dans la famille, mais on était un peu à l'étroit. On a créé cette... On était à l'étroit. Oui, j'aimerais savoir c'est quoi. Et on a développé cette société de consulting et il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé de faire des vins
un peu pareil que ce qu'on faisait dans la famille avec leurs propres étiquettes. Et on a développé ce business. Et un jour, en 91, il y a gelé à Bordeaux et tout a gelé. Et on ne pouvait plus faire de vin, il n'y avait plus de raisin. Donc on est parti dans le Languedoc justement à partir de cette année. Et on a découvert qu'on y obtenait des raisins aussi intéressants que la plupart des raisins qu'on avait à Bordeaux. Et on s'est vraiment développé sur le Languedoc. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment passionné pour cette région. Après, pour d'autres, mais le Languedoc, c'est vraiment une région très attachante, au pied des Pyrénées, avec tout un tas de paysages différents. C'est une mosaïque de paysages et de terroirs, de très vieux bâtiments. Et si je fais une ellipse, il y a eu la distribution, il y a eu aider les autres, et en 2007, il y a eu le retour pour toi à la terre, le désir, je pense, d'être encore plus près de la terre. Des terres, devrais-je dire. Non, mais c'est sûr que on avait commencé comme consultant, donc on travaillait pour les autres. Mais c'est vrai, au milieu des années 90, je me suis dit, il faut que... Moi, je suis un paysan, je suis un cutéreux, je suis né dans la vigne, c'était mon truc, j'ai toujours couru dans la vigne tout petit. Et avec mon frère, on s'est dit, on va s'acheter de la terre, et on a commencé en Argentine. On a commencé à s'acheter quelque chose en Argentine, un petit lopin de terre, qu'on a développé petit à petit, et puis on a grandi, puis après on s'est installé au Chili, on s'est installé en Espagne, on s'est acheté quelque chose dans le Languedoc, et puis pour finir au Portugal il y a 5-6 ans. Mais pour sortir de la tradition comme ça, là, et aller très loin de toutes les valeurs qu'on enseigne dans la famille pendant longtemps, il faut avoir été rebelle un peu dans sa jeunesse. Est-ce que je me trompe? C'est probable, je ne sais pas. Je fais mon psychologue à Saint-Seine, comme on dit. J'ai été, de tous mes frères et sœurs, j'ai été celui qui a été le plus enfermé dans les pensionnats et autre chose. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Il paraît que j'étais pas sage. Mais c'est peut-être le goût d'évasion. T'es pas l'aîné. Hein? T'es Je pas suis le l'aîné. premier garçon après 4 filles. Ah, ok. Mais c'est parce que généralement, ils disent les aînés sont plus conformistes. Quand tu vas dans le milieu, c'est là où les rebelles apparaissent. Ouais, c'est probable. Ah. C'est probable. Aujourd'hui, il y a 70 vins différents, pas 70 bouteilles de vin, 70 vins différents élaborés par la maison Lurton. Wow. Est-ce qu'on peut goûter François quelque Lurton. chose? Ben oui, on peut goûter. C'est formidable. OK, ça. alors, donc, c'est des vins, Oui. et c'est des vins qui sont, effectivement, et on les a ici, ils sont présents à la SAQ, et ces vins-là, très souvent, sont à des prix, mais particulièrement abordables. C'est ça qui est toujours fascinant, et sont toujours parfaitement bien faits. Ah ouais, c'est gentil, merci. Mais est-ce que tu arrives à te souvenir de tous ces vins des 70? Ah oui, oui, c'est Quand ça. tu les vois, Alors, on les nomme, 70. On peut, si vous voulez, mais on va y passer un moment. Là, moi, je peux. Je connais tout par cœur. Tous ces vins, je les fais moi-même et je les suis moi-même. Hein. J'ai pas... et ils ont tous une raison d'exister. Je fais pas du vin pour faire plaisir à un client. Je fais des vins qui ont une véritable histoire et une raison gustative d'exister. Donc, chaque fois que tu vois une de tes bouteilles, tu vois l'histoire qui vient avec. Ah oui, mais je sais exactement ce qui s'est passé quand je l'ai fait, pourquoi, qu'est-ce qui s'est Alors, passé. les fumées blanches, celui-ci qui a inspiré le barbecue qui était en fumée blanche, c'était du fort. Les fumées très blanches. bien Quelle ça, est hein? l'histoire des fumées blanches? Les fumées blanches, ce qui inspire le nom, les fumées blanches, c'est tous ces aspects un peu brumeux du matin sur les collines, vous savez, au pied des Pyrénées, comme on a dans le sud-ouest de la France. Et ce climat un peu frais et froid est très très bon pour le Sauvignon. Et donc on a récupéré cette idée un peu de fumée blanche du matin et qu'on a réutilisé. Et cette marque, en même temps, a très bien fonctionné parce que les Nord-Américains appellent le Sauvignon du fumé blanc. Ouais. Donc ça fait jeu de mots avec les fumées blanches et ça a fait faire un boom au Québec et ça c'est un des vins que je vends le plus. Il est ici. sec quand même. Ah, il est sec. absolument. Moi, Absolument. je ne suis pas dans la catégorie Mais nord-américaine moi, à j'aime faire du vin beaucoup avec ça. du sucre. Moi j'aime bien l'acidité. Moi, j'aime Voilà. beaucoup ça. Et Ah, pas c'est trop magnifique. corsé. Mais Pas c'est trop corsé. merveilleux d'être Voilà. Il est Et bien alors, pour le matin, je ce trouve. qui le rend agréable, c'est son fruité. Quand vous le goûtez, il est fruité, donc il vous donne une impression de douceur par son fruité. Ouais. c'est ça, Il est comme une salade de fruits en bouche, mais il a une finale sèche. Il n'a pas une finale qui vous laisse sur du sucre. Est-ce qu'on c'est pourrait vrai. le prendre, par exemple, avec des fruits, avec un dessert? Avec des fraises, avec Alors, avec un François dessert. Chartier, l'autre jour, parce que, bon, qui est venu à l'émission puis qui écrit des bouquins fabuleux, nous a parlé, dans un article qu'il a fait dans la presse, de l'asperge. L'asperge qui, pour tous les gens de l'univers du vin, les sommeliers, les gens, dit que l'asperge ne peut vivre avec aucun vin. Oui, mais Il c'est disait- ce que j'ai toujours entendu C'est dire. ce qu'on a. Et là, dans sa recherche, il travaille en molécules. Ouais, qui est très il a découvert moléculaire, que hein, oui. l'asperge et il a pris, par exemple, justement le fumé blanc, le sauvignon blanc, au plan moléculaire, on retrouve un mariage tout à fait naturel. Est-ce que tu as déjà vécu l'expérience de l'asperge et du fumé? Oui, alors moi, après avoir parlé justement avec François, j'en suis venu à goûter. Et effectivement, et puis le Sauvignon, vas-y, le j'essaie. Sauvignon est une variété qui est très herbacée, comme on dit. Donc a des goûts un peu de côté herbe et vert. Et ça se marie très bien avec Complètement. l'asperge verte.
Pas l'asperge blanche, avec l'asperge Oui, verte. tout à comme fait. ça. C'est Oui. fantastique. Alors, il y a d'autres vins. Il y a d'autres vins qui est le Barco Negro, qui lui est du Portugal. Voilà, du Portugal. Donc, Portugal. on a utilisé le nom des grandes barques qui remontaient le Douro et qui transportaient le Porto autrefois, qui étaient des bateaux qui étaient tout noirs. Et donc, on les a. Le Barco Negro, ça veut dire bateau noir. Et là, là. Il y a le Gran Rocano, Araucano, qui lui vient du Chili. du Ça, c'est Chili. un rouge, hein? C'est un rouge du Chili. Ça a été le premier vin qu'on a fait au Chili au milieu des années 90. Et Araucano, c'est le nom de l'ethnie indienne qui existe, qui est toujours très dynamique Mais moi, au Chili. Ce que je trouve formidable chez vous, c'est qu'en plus d'avoir le goût, vous avez la poésie qui vient avec, ce qu'on n'a pas, nous. Ça, c'est pas juste. Voilà. Alors donc, il y a ces vins-là. Et là, on dit qu'il aime, il y avait la voile qui le transportait. Mais là, en plus de la voile, il y a comme la voile s'est disparue. Les roues Il y a sont eu un apparues. moteur, oui, c'est et là, ça. tu as vécu l'expérience du Paris-Dakar, mais le Dakar 2010 qui, là, était en Amérique. Mais pourquoi cette ils l'ont année. appelé le Dakar alors que c'était en Parce que c'est la Amérique? même organisation, Oui, alors, je ne j'imagine. répondrai pas à cette question, mais là, je peux vous expliquer moi ce qui m'a motivé. Eh, c'est ça. Moi, j'ai. Ah ben oui, c'est ça. Il a fait ça. Voilà. Et je peux pas. Oui, c'est sa voiture. Je peux pas vivre je peux pas faire un vin dans un pays sans comprendre ce pays. Moi, je suis né dans l'entre-deux-mers. Le matin, quand je me lève dans l'entre-deux-mers, je regarde les nuages, je sens le vent, je sais s'il va faire beau, s'il va faire mauvais. C'est mon truc. Et dans tous les pays où je fais du vin, il faut que j'essaie cette sensation. Donc j'y vais vivre en famille, avec mes enfants, je vis sur place, j'en profite. Et là, en Argentine et au Chili, j'avais beaucoup visité le pays, mais j'ai découvert à travers cette course des endroits que je n'avais jamais vus de ma vie. Et même à 200 mètres, je me suis planté dans des dunes à 200 km de ma cave de Mendoza. Je ne savais même pas qu'elles existaient. À 200 mètres? Non, à 200 km. Non, mais quand même. Possiblement, tu pourrais aller t'installer, vivre là avec la famille. Est-ce que tu pourrais déménager? J'ai envisagé à une époque de le faire. Et puis finalement, ça a été compliqué pour des raisons familiales. Mais moi, je vivrais facilement en Amérique du Sud. Oui. Il y a le Grand Prix de Montréal. Amenez-lui la voiture. C'est ça. Amenez, tu préfères la course ici avant de Ce retourner. matin, j'ai pris le petit déjeuner avec les gens de Renault. Je pourrais leur demander un volant. Ouais, Alors, c'est ça, pourquoi pas. C'est à 51 ans qu'il a fait ça cette année. Et il a fini en 51e position. Ah oui, il va faire à 102 ans, il va le refaire. Il va finir en 102e position. Ouais, à 102 ans, il va le Il aurait refaire. fallu que tu fasses à un an pour que tu finisses en Non, mais je le première. referai peut-être. Je pars dans ce Dakar, je me suis cassé une vertèbre et j'ai fait 11 jours d'étape sur 15 avec ma vertèbre cassée. Ça a été très dur. Et j'en ai pas mal bavé. Mais je pense que si j'avais une occasion de le faire sans vertèbre cassée, je pourrais faire mieux. Les vins, c'est des bons anesthésiens pour la douleur. Ouais, mais, T'en as mais en beaucoup. même temps, je pense qu'on pourrait lui fêter de temps en temps qu'il réussisse à s'asseoir plus que 5 minutes. Parce que c'est un homme, si effectivement, il va dans tous ses Si lignes, tu le dis, c'est que tu le comprends. Oui, je le comprends. Il se reconnaît. Merci, reconnaît là-dedans. Merci beaucoup. Eh bien, et après la pause, on parle de train. Mais d'une expression. Est-ce qu'il faut prendre le train quand il passe? Ah, C'est la grande question. Grande question du jour. Est-ce qu'il faut prendre le train quand il passe? Prendre un petit verre de vin, ça va nous aider à réfléchir.